Bon, on rigole, c'est le principe de cette émission. On passe du rire à la gravité quelquefois, vous le savez peut-être ou pas. Aujourd'hui, c'est la journée urgence homophobie, une journée de lutte contre l'homophobie. C'est un combat qui m'est cher, ainsi qu'à toute l'équipe de Je t'aime, etc. Tout comme France Télévisions qui est mobilisée. Alors on en parle. Bon, j'imagine que vous allez me dire, oui, mais vous le sentez, ce climat ambiant, bien inquiétant pour les personnes homosexuelles en ce moment? Oui. Il y a quelque chose, presque on a l'impression, dans nos vies, d'inédit en ce moment. Une grande violence. Alors, l'homophobie est-elle de retour ou a-t-elle jamais disparu? État des lieux avec Isabelle Siriani. En France, si on vote des lois pour l'égalité, les actes homophobes ne cessent d'augmenter. L'agression de Romain rappelle celle d'Arnaud ou celle de Laura. Pas une journée ne passe sans qu'on insulte, qu'on agresse, qu'on frappe gratuitement. L'homophobie gagne dangereusement du terrain. Les plaintes pour agression homophobe ont augmenté de 15% en 2018, tout comme en 2017. Le paradoxe est criant. Plus les LGBT ont de visibilité, plus la haine des homophobes se déchaîne. Que les gens ont une sexualité différente, libre à eux, c'est leur conscience, mais ils n'ont pas le droit d'imposer quelque chose à la société. En ce moment, c'est le projet de loi sur la procréation médicalement assistée qui cause une augmentation des agressions. En 2013, c'était le débat sur le mariage pour tous, plus 78% d'actes homophobes. Au Brésil aussi, c'est le grand paradoxe. Terre d'accueil des plus grandes gay pride du monde, second pays à avoir légalisé le mariage pour tous, il totalise la moitié des actes homophobes du monde. Une personne LGBT y est assassinée toutes les 25 heures. Et depuis l'élection de celui que l'on surnomme le Trump tropical, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, c'est l'escalade. Ouvertement homophobe, il avait déclaré « Si je croise deux hommes qui s'embrassent dans la rue, je frapperai. Je serais incapable d'aimer mon enfant s'il était homosexuel. Je préférerais qu'il meure. » En Hongrie, c'est la censure. Le Premier ministre Orban aurait mené une campagne officieuse pour faire annuler la comédie musicale Billy Elliot, dans laquelle un adolescent veut faire de la danse classique pour éviter de transformer les petits garçons en homosexuels. Quant à la Gay Pride, tout semble annoncer qu'elle sera interdite l'an prochain. Om en minut kommer de här två ungdomarna föras bort. De kommer misshandlas, våldtas och få elchocker. De kommer tvingas stå på huk nakna på en låda i 16 timmar. Och de kommer tro att de ska dö. Men just nu är de bara ett ungt par som gillar varandra. Juste un couple qui s'aime, mais en Russie, en Pologne, en Turquie et j'en passe, ça ne passe plus. Portés par le pouvoir en place, les homophobes se sentent pousser des ailes. En France, les associations appellent à la tolérance zéro et Emmanuel Macron a annoncé dans un tweet qu'il prendrait des mesures. Les violences homophobes sont indignes de la France. Des mesures concrètes seront annoncées. Alors, les homophobes font-ils leur coming out? Malheureusement, c'est une question qui n'aura a priori qu'une réponse positive, j'ai l'impression en ce moment. Mais pour aller plus loin, on va accueillir un jeune homme dont on a malheureusement beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il a été violemment agressé. Je vous demande d'accueillir Guillaume Mélanie, le président de l'association Urgence Homophobie. Bonjour Guillaume, installez-vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de Je t'aime, etc., vous connaissez cette émission? Un tout petit peu. On parle beaucoup d'amour. Beaucoup. On parle beaucoup aussi de sexualité, on parle du vivre ensemble et ça nous touche toujours quand on parle de ces sujets-là. On essaye d'en parler presque à chaque émission, mais le combat est long. Je rappelle, je vous demande déjà comment ça va aujourd'hui. Écoutez, ça va, le nez a encore un petit peu de travers. Mais ça vous va? Il paraît que ça me va Ouais, pas je mal. sais pas. Écoutez, on va dire que je suis un peu Je vais plus vous rock. rappeler ce qui s'est passé. Comme je sais que vous êtes un peu rock, Daphné. Ouais, Je vais ça s'est garder comme passé ça. le 16 octobre dernier. Vous avez été pris à partie, frappé en pleine rue, au milieu de la capitale, alors que vous étiez tout simplement avec des amis. Vous avez publié une photo de vous sur les réseaux sociaux qui a suscité l'indignation. Évidemment, malheureusement, chaque jour, il y a des actes comme ceux-ci qui sont relayés sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a alerté à ce moment-là, c'est qu'en effet, vous êtes le président d'Urgence Homophobie. Et qu'on se dit qu'on est en 2018 et qu'on se fait encore tabasser parce qu'on est gay. Ben c'est ça. En plus, c'était terrible parce que l'association dont je m'occupe exfiltre, accompagne et accueille sur le sol français des personnes LGBT+, donc lesbiennes, gays ou trans, qui sont en danger de mort souvent la plupart du temps dans leur pays. Et on fait
souhaité ce soir-là l'obtention d'un titre de séjour pour un des réfugiés qui est avec nous en coulisses, que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Et donc on lui disait, vous êtes en sécurité, ça y est, et on sort du restaurant et bim. Voilà, moi c'est plus ça qui m'a contrarié. Attendez, juste, est-ce que les gens savaient que vous étiez en train de fêter ça? Ou est-ce que c'était des gars qui passaient par hasard? Non, c'est des gars qui passaient par hasard. On sortait du restaurant, si vous voulez, et on gênait un peu le passage. Et le jeune homme a poussé notre bénéficiaire, justement, Grégory, et je lui ai gentiment dit, quand même, doucement, enfin, ça va. Et là, j'ai eu le droit, on a le droit de dire des gros mots. Oui, bien sûr. On les bipera. Et c'est l'après-midi, mais on bipera. Il m'a dit, toi, t'as rien à dire, t'es qu'un sale p***, tu ferme ta gueule. Et je bim. Il était plus grand que moi, je fais 1m93 pourtant. Donc je l'ai pas vu venir, si vous voulez, vraiment. Et il a tapé, ce qui était vraiment flippant, mais c'est qu'il n'y avait aucune peur dans son geste. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de sentiment d'impunité et dans son geste et dans la conséquence que pouvait avoir son geste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur et que si j'avais pas eu mes copains qui étaient là pour séparer un peu toute cette histoire, je pense que je serais... en compteur à gaz aujourd'hui. Voilà. Quand on pose la question, les homophobes font leur coming out en ce moment. Ça vous parle? Oui, ça a toujours été le cas. Vous avez raison, je pense que les réseaux sociaux ont exacerbé quelque chose. Il y a quelque chose de visibilité supplémentaire. Effectivement, je pense que la parole se libère et que ça dérange beaucoup et certains, les très machos, les très virils, les trop machos, trop virils, et tout un tas de personnes qui nous aiment pas forcément et que nous, on n'a plus envie de se taire, on n'a plus envie de se cacher. C'est vrai que longtemps, on ne se tenait plus par la main dans la rue. C'est vrai moi, je faisais pas de bisous à mon chéri selon les quartiers. En fait, c'est chiant. En fait, non mais en fait, en vrai, pourquoi? Moi, on demande à personne d'avoir la même orientation amoureuse que nous. Je vous demande pas, Daphné, de vous marier avec mademoiselle, ou je demande pas à notre ami de se marier avec moi, mais s'il veut, je suis d'accord. Mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, voilà, vous comprenez, c'est-à-dire que on n'embête personne, on demande juste à être tranquille. Mais comment est-ce que la personne qui était interviewée là, elle a l'impression qu'aujourd'hui, l'homosexualité devient une norme qu'on veut lui imposer. C'est ça qui est terrible, c'est que ils ont le sentiment que parce que vous ne cachez plus, vous leur imposez quelque chose. Comment répondre face à ça? Ils ont le sentiment de simplement donner leur opinion. En fait, c'est pas du tout ça, être homophobe, c'est vraiment être acteur d'agression, soit verbale qu'on peut retrouver sur les réseaux ou même dans la rue, ou physique. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est puni par la loi. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on leur répond? Effectivement, j'ai vu ce jeune homme qui disait à quel moment on oblige qui que ce soit à faire quoi que ce soit? Jamais. En fait, on ne demande pas à avoir les mêmes droits que les autres en enlevant à d'autres, c'est-à-dire que tout ce qu'on demande n'enlève rien à personne. On demande juste à ce que les enfants qui soient nés de PMA, de GPA à l'étranger soient reconnus, que la filiation soit reconnue, qu'on puisse se marier, qu'on puisse être tranquille en fait. Et il faut que chacun sache... Et surtout chez les enfants, il faut dire à toutes les petites filles et tous les petits garçons qu'ils ont le droit d'avoir une amoureuse ou un amoureux. Dès qu'ils sont petits. Il ne s'agit pas de donner des cours d'éducation sexuelle. On ne va pas donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants entre 3 et 10 ans, évidemment. Mais l'orientation amoureuse, quand on était petit, on était amoureux d'une copine, d'un copain. Tout le monde s'en souvient. J'étais amoureux de la maîtresse et mon premier orgasme, je l'ai eu avec Blanche-Neige. Mais voilà, après, mais c'est différent. c'est ça. Caroline, qu'est-ce que vous pensez du fait de, dès le plus jeune âge, de simplement parler des orientations amoureuses? Des orientations amoureuses, il n'y a pas de discrimination à avoir. Un enfant, il aime qui il a envie d'aimer. Et voilà, et tous les choix sont bons. Non, mais c'est vrai que dès le plus jeune âge, en fait, il faut absolument qu'en termes d'éducation, il y ait un message. Donc non seulement au niveau législatif, il faut qu'il y ait vraiment des condamnations qui soient sévères pour tous les actes de violence, mais aussi au cœur de nos écoles, le plus tôt possible, qu'il y ait ce message de tolérance et d'amour, et que finalement de ne pas faire de différenciation. D'égalité, de fraternité. Excusez-moi, quand on éduque un enfant, moi j'en ai éduqué qu'une, on ne donne pas des messages de tolérance par groupe d'humains. C'est-à-dire que la tolérance, c'est quelque chose qu'on enseigne à un enfant. Dès qu'il commence un peu à comprendre, d'aimer les gens, de ne pas les juger,
que ce soit sur leur couleur. Vous voyez, c'est énorme déjà. C'est pour ça que je parle de c'est beaucoup, tellement de parents ne font pas ce travail-là. On a la chance de se connaître un petit peu, Daphné, dans la vie, on va pas se le cacher, on a des amis en commun, et il y a un de ses amis, un de ses enfants qui se sent plus à l'aise avec les garçons, il lui a dit, t'as une amoureuse? Non. T'as un amoureux? Peut-être. Et ben voilà, en fait, ce père de famille vient de libérer ce gamin de 15 ans d'enfer, en fait. Et c'est vraiment très chouette, et si tous les parents pouvaient faire ça, je pense que le monde tournerait un petit peu mieux. Puisque le monde de... oui, bien sûr. Le monde tourne mal en ce moment. En France, en 2018, si on vous en parle, c'est qu'on a observé une hausse de 37% des témoignages sur la ligne d'écoute de SOS Homophobie. En 2018, les plaintes à caractère homophobe ont progressé de 15%, c'est énorme. Les agressions homophobes, oui. Les agressions physiques homophobes, 15% en plus par rapport à la dernière, à la même période. Est-ce qu'il y a une vraie différence de mode de vie entre la capitale et le reste de la France quand on est homo? Par exemple, est-ce que c'est plus facile de faire son coming out dans certaines régions, dans certains coins de la France? Est-ce que vous avez pu observer ça? On va pas se mentir, je pense que oui. Quand même, il y a les zones rurales, c'est très difficile encore, la montagne, la campagne, les banlieues, le Grand Paris, comme on dit, ou le Grand Lyon, le Grand Marseille. C'est difficile parce que ce sont des zones où il y a moins de pédagogie, moins d'éducation, moins de visibilité des personnes LGBT que nous sommes. Et en fait, voilà, Amel Bent me racontait un truc très joli sur le clip qu'on a tourné ensemble, Daphné. On va en parler et on en parlera après. Elle me disait, moi, jusqu'à 12 ans, j'étais hyper homophobe. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, j'étais tellement habitué dans ma cité à entendre que c'était comme ça. Et d'un coup, elle me dit, je change de lycée et mon meilleur ami que je rencontre m'annonce un jour qu'il est gay. Et elle me dit, je l'ai jamais autant aimé. Elle me dit, en fait, c'est en rencontrant les gens, en parlant avec eux, en les fréquentant, en partageant, qu'on se rend compte qu'on est tous les mêmes et que finalement, moi, c'est ce que je dirais d'ailleurs à mon agresseur et à tous les agresseurs. Venez les gars, vous vous êtes trompés en fait. On est vraiment pas loin. Venez, on va boire un verre, on boit un café, on remet tout ça tranquille et on s'envoie un peu d'amour. C'est sûr que le dialogue, ça peut aider. Les images qu'on voit derrière moi, alors c'est quoi? Parce que ça s'est diffusé depuis aujourd'hui sur France Télévisions. Racontez-nous. C'est un clip qui réunit plus de 70 artistes, des animateurs, animatrices, dont vous faites partie, Daphné, des acteurs, des actrices, chanteurs, chanteuses. Et aussi, je tiens à le dire, on a fait 3 jours de tournage, 120 techniciennes et techniciens qui sont venus travailler gratuitement. La chanson s'appelle De l'amour. Elle raconte l'histoire du premier réfugié tchétchène que nous avons reçu, que nous avons accueilli, nous, ici. Et quand il est arrivé, il nous a dit je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai la chance, moi, d'avoir été sorti de cet enfer? Pourquoi je suis là? Je m'inquiète pour mes amis. Et il me dit, je voudrais juste dire aux gens qu'il faudrait qu'on ait de l'amour, Et au café, il nous dit ça, de l'amour. Et je dis à Patchy, en fait, voilà, le message, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, dans la chanson, qu'on entende de l'amour. Et Patchy Garat nous a fait un tube, je crois. Et c'est pour ça que vous voyez ce clip sur les antennes de France Télévisions. Et voilà, ce message, il est très positif. N'hésitez pas à faire écouter cette chanson, même aux plus jeunes, aux adolescents, parce qu'il y a beaucoup de douceur et un très joli message à l'intérieur. Et puis vous pouvez télécharger la chanson sur iTunes, la partager sur les réseaux sociaux, faire des trucs de jeunes, quoi. Oui, tout à fait. Et qu'on s'aime tous, de l'amour, c'est Noël. Oui. Restez premier magazine destiné à la communauté LGBT. Voyez le jour Têtu. Ce journal, c'est devenu un symbole, puisque des politiques d'ailleurs, comme Jacques Chirac, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy ou des célébrités avaient accepté de parler d'homosexualité dans ses colonnes. En 2015, le magazine était placé en liquidation judiciaire, mais cette année, il renaît de ses cendres. Avec Myriam Elangouche et Virgile Tron, Vincent Boileau-Hautain nous emmène dans les coulisses de leur premier nouveau numéro de Têtu. Merci de nous accueillir ici. Alors, finalement, c'est un magazine qui existe depuis juillet 1995 et qui a connu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, le 217e numéro revient. C'est une renaissance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire? Au départ, c'était un magazine de la communauté homosexuelle, comme on disait, plutôt masculin, clairement masculin en fait, qui a été créé en 95, qui a été soutenu pendant très très longtemps par Pierre Berger. On a relancé le média en juin et ce qu'on espère, c'est que le lecteur nous suive cette fois en kiosque, parce qu'on vient de relancer le magazine en version papier. Avoir ce magazine en 2018 en France, c'est nécessaire? Je me serais dit, juste après les débats sur le mariage pour tous, et quand la loi a été votée, et je me rappelle que j'étais à ton mariage, je me disais en fait maintenant on va rentrer dans une espèce de douce normalité, et l'existence d'un magazine se justifierait peut-être plus dans quelques années. Et en fait, qu'est-ce que j'avais tort, quoi? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, en 2018, on a un nombre d'agressions qui explose, ça me rend fou, il y a encore énormément de combats à porter.
Dans ce nouveau numéro, vous faites un dossier « Je vis un enfer à l'école » sur le harcèlement des populations LGBT au sein du milieu scolaire. Quel constat vous dressez de l'homosexualité et de l'identité de genre au sein du milieu scolaire? L'école, c'est le premier lieu de souffrance en fait pour les jeunes LGBT aujourd'hui, et on se rend compte que quasiment rien n'est fait. À l'heure où l'Écosse vient d'inclure au programme scolaire l'histoire des luttes LGBT, on a un ministre qui lui dit ben ouais, on va peut-être faire une campagne d'affichage. Alors qu'on en est juste là. Il faut appuyer sur tous les curseurs. Quand on entend les paroles comme des gamins qui t'expliquent qu'ils se sont scarifiés parce qu'ils étaient en souffrance pour tirer la sonnette d'alarme, tu te dis que on peut pas simplement se dire on va se contenter de mettre quelques affiches et de dire on va en parler un petit peu avec l'infirmière scolaire. C'est un choc de conversation qu'on doit avoir aujourd'hui tous ensemble. Et pas simplement les personnes LGBT entre elles. Le combat contre l'homophobie, on va pas le gagner entre nous. On va le gagner en communiquant tous ensemble en disant vous nous devez le respect et apprenez à nous connaître. Vous verrez qu'en fait on n'est pas si différents. Alors ce soir, avec Je t'aime, etc., on s'invite à la soirée de lancement. Suivez-moi. Moi, j'aurais adoré avoir un magazine comme ça quand j'étais adolescent qui me montrait la diversité de l'homosexualité plutôt que des choses un peu caricaturales. Et je pense que pour des tas de jeunes qui ont besoin de références, c'est important qu'il y ait un magazine qui existe. Plus nous serons visibles, plus nous banaliserons l'homosexualité et plus ça deviendra quelque chose qui n'est pas un problème. Quand on voit encore la place de l'homophobie dans notre société, de même que le racisme ou l'antisémitisme ou le sexisme, c'est bien qu'il y ait effectivement des médias qui donnent la parole à cette, j'aime pas le terme de communauté, mais aux personnes LGBT. C'est hyper important d'avoir peut-être un point de rencontre où on peut en parler librement et avec élégance et beauté. Et voilà, pour le lancement de Tétu, qu'on soutient évidemment, je pense que c'est très important qu'il y ait des supports pour parler, tout simplement, dialoguer, se renseigner. La meilleure représentation, ça passe aussi par les médias. Donc c'est très important qu'il existe. Mais il y en a deux autres médias LGBT français. Le premier, c'est un site qui s'appelle Committed, qui a été lancé l'année dernière pour porter un regard LGBT sur toute l'actualité. Et puis le deuxième, c'est une revue à destination des femmes lesbiennes qui s'appelle Well 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 et qui est en vente en librairie. On l'a vu, être une femme homosexuelle, c'est être doublement discriminée. Donc c'est très important que ces supports existent. Et vous le savez, vous qui suivez Je t'aime, etc., on pense que c'est très important de montrer que l'amour, c'est pas seulement et certainement pas un homme et une femme. Et on est très fiers d'avoir donné la parole depuis 1 an et demi à beaucoup de couples LGBT. On va regarder quelques extraits de ces témoignages. Ce que j'ai le plus regretté, en fait, je pense que c'est d'être homosexuel, pour le coup. J'ai pas regretté de l'avoir dit sur le moment. Je me suis dit, si mes parents me rejettent, tout le monde va me rejeter, en fait. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait tomber amoureux de moi dans ma situation de changement d'identité. Et puis finalement, c'est au-dessus de ça. C'est profond. Je me suis jamais senti autant un homme que depuis que je vis avec un homme. Les gens passent, je lui mets la main sur l'épaule, on se tient souvent par la main. Alors c'est vrai qu'on a des regards, c'est vrai qu'on subit une homophobie du quotidien. Il y a des gens dans notre rue qui ne nous disent pas bonjour. Ça fait 7 ans et on sait très bien pourquoi ils ne nous disent pas bonjour. Mais c'est pas grave. Quand je les entends, ils me disent on prépare la chambre du petit, de la petite. Ils s'aiment, voilà. Voilà, c'est une grotte amour. Moi je leur dis continuez comme vous êtes lancés. Et puis voilà, et puis faites-moi ma petite. Ouais, bientôt. Et puis je serai toujours là. J'ai 2 papas, mais ça revient toujours au même. Enfin, tant qu'on a des parents, après, voilà. La différence n'existe pas pour nous. Si elle existe, c'est dans la tête des autres. Il y en a encore plein, et il y en a encore plein. Des histoires d'amour qui nous ont fait rêver et qu'on avait envie de vous raconter. D'ailleurs, je remercie France 2 de nous donner la possibilité, évidemment, de relayer toutes ces belles histoires à 15h sur le service public. Mais vous plaisantez, mais c'est tellement rare. Vraiment, bravo. Je ne veux pas faire du faillotage. Mais il faut que... Mais c'est bien, merci. Ça nous aide. Ça nous aide beaucoup.